Salut tout le monde, bienvenue dans Zero to Hero. Ça me fait plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va comparer donc l'e-commerce et les micro SaaS en IA en termes d'opportunités business, en tout cas pour les années qui arrivent. Et c'est deux sujets que je connais relativement bien. Le premier, e-commerce, ça fait quand même des années que je connais, plutôt même très bien. Le micro SaaS, ça fait 2 mois et demi. Je viens de lancer, on va dire, mon SaaS, je viens de le déployer, même si j'ai pas encore commencé la phase marketing, etc. Mais j'ai quand même une vision quand même de l'ensemble qui est assez claire, sachant que j'ai quand même un peu de background. Ça fait quand même quelques années que je suis dans le milieu. Alors, je vais essayer de faire de mon mieux pour que toutes les personnes qui se posent des questions, quoi lancer, pourquoi le lancer, c'est quoi le mieux, c'est quoi le meilleur, c'est quoi les points forts, les points faibles, je vais essayer d'y répondre durant cette vidéo de manière assez simple et claire, OK? Donc on va commencer tout de suite. D'ailleurs, juste une chose avant de commencer, c'est que cette page, tu pourras la retrouver, en description, avec d'autres pages Notion comme je fais. Souvent, en fait, quand je fais des vidéos, sur YouTube, très souvent, je fais des pages Notion où, en fait, j'explique et je concrétise ma pensée à travers cette page avec, des trucs intéressants et souvent, les gens peuvent les récupérer directement, dans la description. Donc voilà, si ça t'intéresse, de toute façon, je pense que je ferai un truc où j'enverrai directement toute la doc, tout ce que je documente, en fait, directement par email. Donc voilà, suffit de t'inscrire, c'est en description et voilà. Alors on va commencer, maintenant. On va commencer par l'e-commerce déjà. Donc ça, c'est comme je vous disais, c'est un sujet que je connais relativement bien. On va regarder directement par les avantages, on va commencer. J'ai fait un truc assez simple. Bon, avantages, désavantages et puis après on fait le bilan. Alors le premier avantage, donc il y en a plusieurs, mais on va dire avantage numéro un. Donc déjà, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'il y a des acteurs comme notamment, Shopify, les marketplaces, mais aussi, d'autres nouveaux acteurs, qui se sont lancés. Tu as aussi des plateformes qui servaient à faire des sites avant qui ont commencé à se mettre aussi dans tout ce qui est e-commerce. Donc quelle que soit la plateforme ou l'endroit où tu vas aller, tu trouveras une facilité à créer ton site e-commerce. Ça, c'est absolument pas le souci. Même si Shopify, à l'heure actuelle, est quand même toujours la meilleure alternative. Et à côté, on a bien sûr les marketplaces qui là aussi, c'est relativement facile dans le sens, pas technique, mais dans le sens, il suffit de cliquer sur des boutons, comprendre un petit peu. Il peut y avoir une légère technicité, mais en soi rien de de ultra compliqué. On n'est pas sur, comme sur le SaaS où peut-être il y a des phases de développement où ça parle un peu chinois, quoi. Donc ça, c'est quand même le côté vachement cool en e-commerce, c'est que, c'est très simple et c'est très facile et c'est aussi très rapide. Maintenant, il y a des techniques comme, le dropshipping pour le coup, qui permettent, voilà, de lancer assez facilement un projet. Alors en soi, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? C'est pas le sujet. Est-ce que c'est possible? Ça l'est. Donc c'est surtout ce qui est important à retenir. Ensuite, on a d'autres phases qui peuvent être intéressantes. C'est par exemple, une phase de waiting list. On peut, voilà, vendre le projet et puis voir s'il y a des gens qui adhèrent, et qui s'inscrivent pour, ensuite développer, le produit et cetera. On peut faire également de la vente, en pré-vente. Donc, voilà, il y a plein de façons de trouver des alternatives. D'ailleurs, si vous faites ça, passez par Shopify Payment, ne faites pas ça avec Stripe. Ils détestent tout ce qui est, pré-vente et cetera. Ça évitera de vous faire, couper l'herbe sous le pied. Enfin bref, voilà, petit détail. Mais en soi, voilà, donc un des avantages premiers avec le e-commerce, c'est que si vous voulez si vous avez une idée de produit et vous voulez la mettre sur le marché, c'est relativement simple, facile et rapide à mettre en place. Alors bien sûr, faut garder une certaine mesure, hein. Faut savoir quand même utiliser un navigateur, comprendre un peu comment fonctionne le web et à partir de là, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Ensuite, donc le numéro 2, alors on a des intégrations avancées. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire des intégrations, c'est des connexions entre différents outils, pour qu'ils puissent communiquer en termes d'informations. Typiquement, vous avez une boutique sur Shopify, vous voulez communiquer votre boutique avec Facebook, avec Google, avec TikTok, avec Pinterest, avec, je sais pas, enfin il y a plein d'outils tiers qu'à un moment donné vous allez devoir utiliser et ces outils-là, vous voulez pouvoir les intégrer très facilement. Donc ça, c'est vraiment un avantage. On se rend pas compte, hein, parce qu'il y a tout un écosystème qui a été construit autour de ces outils comme Shopify, Squarespace, et cetera, qui eux ont facilité le travail de tous les entrepreneurs du domaine. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, 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 hem,
Vachement cool, en fait, c'est vachement cool parce qu'on a une épine en moins dans le pied par rapport à il y a quelques années ou il y a peut-être 10 ans, 15 ans, où c'était très compliqué de pouvoir interconnecter les outils entre eux. Avantage numéro 3, accès au marketplace. Donc, comme je vous disais, vous utilisez un Shopify, beh, vous allez pouvoir vendre directement sur Amazon, sur eBay, sur Etsy, sur peut-être Mano à Mano. Je ne sais pas si si l'intégration est faite, dans la marketplace. Heu et donc ça, c'est quand même aussi un plus qui fait que d'un seul endroit, vous gérez en fait tout l'écosystème de vente que vous pouvez avoir sur le web et ça, c'est quand même vachement, vachement cool. Donc ça, c'est pour l'accès numéro 3. L'avantage numéro 3. En numéro 4, un marché infini. Tous les jours, de nouveaux produits se créent et de nouvelles niches émergent. Donc ça, c'est effectivement, très vrai. Des nouvelles opportunités au niveau TikTok. Je sais pas, il y a une émergence au niveau d'un sujet qui était pas connu, qui devient connu. Boum et bah, du coup, ça crée une demande et bah, souvent, il y a des produits qui peuvent répondre à cette demande. Voilà, je vous laisse réfléchir à des choses qui ont pu ap je sais pas, le hand spinner en 2015-2016 ou 2017, je sais plus. Bah, typiquement, c'est un truc qui pète sur le web, et beh, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a une grosse demande qui explose. Bon, ça a fait un pump and dump, hein, c'est monté, c'est redescendu, mais en soi, vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a des nouvelles tendances qui peuvent émerger du web tous les jours, qui vont avoir des produits qui vont être corrélés à cette tendance et vous allez pouvoir vous positionner par rapport à cette tendance. Donc ça, c'est vachement, cool parce que l'être humain évolue et les produits évoluent avec et donc il y a toujours des nouvelles opportunités et cetera. Mais c'est pas pour autant, aussi simple que ça, hein. C'est-à-dire que ça, c'est la tendance que je vous explique, mais après à l'intérieur, de la mécanique, quand on commence à travailler sur le sujet, c'est quand même une certaine forme de complexité, c'est pas aussi simple. Faut savoir voir les choses à l'avance, puis ça demande tellement de travail des fois que, voilà quoi, quand on a fait le travail, qu'on se plante, bah, en fait, c'est recommencer, c'est un peu pénible, quoi. Ensuite, en numéro 5, le monde à portée de clic. Donc, oui, effectivement, avec, encore une fois, Shopify, hein, on va leur rendre, quand même cet hommage-là. Hem, Ils ont quand même vraiment facilité le travail en termes de multilingue. Vous pouvez avoir, je crois de base 3 langues si je me rappelle bien, je ne sais pas si je me trompe. Vous avez une certaine facilité à traduire, vous pouvez traduire vous-même, vous pouvez faire traduire par l'intelligence artificielle. Voilà, vous avez plein de choses et je pense que sur d'autres outils également. Pour ce qui est par exemple des marketplaces comme, peut-être, je sais pas, hem, Amazon, je sais que vous pouvez vendre dans différents pays et cetera, donc il faut traduire, c'est des trucs un peu segmentés. Mais en soi, ce que je veux dire à travers cet avantage-là du numéro 5, c'est que à l'heure actuelle, le business est mondial. Donc, à part cette barrière de la langue qui a été relativement, effacée par l'intelligence artificielle, ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que n'importe qui vient, 2-3 clics, c'est bon, c'est traduit. Il va y avoir à un moment donné un travail de relecture, un travail de vérification par rapport je sais pas, à la f à au type de phrase. Est-ce que ça convertit? Est-ce que c'est ça que les gens, entendent ou disent dans le pays? Donc il y a quand même un minimum de travail, mais vous n'avez pas tout à tout refaire, à 100. Vous pouvez lancer très rapidement, heu, un nouveau pays, bien sûr en travaillant un petit peu comme je vous ai dit, un minimum la traduction. Mais en tout cas, je veux dire, c'est accessible. Vous n'allez pas refaire tout le site une deuxième fois en version, en version, d'une nouvelle version. Enfin après vous pouvez le faire dans si vous faites du référencement naturel, que vous préférez avoir des noms de domaine avec, le nom de domaine du pays, hein, .fr, point ce que vous voulez quoi, mais histoire d'être, assez, comment dire? Pour dire à Google, voilà, que vous appartenez à ce pays, mais encore une fois, c'est pas non plus, voilà, on peut avoir du multilingue, si on ne mise pas sur le référencement naturel, si on n'a pas cette pression, d'acquisition à travers, Google, par exemple. En soi, c'est quand même relativement agréable si vous voulez le faire, quoi. Ensuite, avantage numéro 6, accès au marketing simplifié. On ne se rend pas compte par rapport à ça, c'est que comme les outils sont déjà faits par, une marque, enfin une marque, j'allais dire, un partenaire qui vous a facilité le travail, bah, en fait, vous avez vous pouvez faire un blog très facilement, vous pouvez créer en fait via la marketplace comment dire? De Shopify, vous pouvez trouver des apps qui vont vous permettre de faire de l'affiliation, faciliter les ads, et cetera, et cetera. Donc vous avez quand même toute la réflexion, tout le côté accès au marketing assez facile, en fait, de manière, simplifiée.
Vous pouvez vra très facilement, voir votre trafic en SEO, mettre des boutons pour, voilà, faire en sorte que, les gens quand ils cliquent, ils soient redirigés vers le produit. Vous pouvez, faire vraiment plein de choses, des liens d'affiliation. Vous pouvez vous avez même la pub, hein. Vous faites, vous mettez, votre, l'app, Facebook. C'est comme ça en fait vous allez pouvoir connecter, votre, votre site avec Meta. Pareil pour, TikTok, pareil pour Pinterest. Alors avec Pinterest, c'est encore pire parce qu'avec Pinterest, vraiment, vous allez pouvoir, synchroniser votre catalogue dans Pinterest en automatique. Enfin, je veux dire, c'est dingue, quoi. Pour peu, il y a quelques a il faut avoir quelques, comment dire? Faut passer quelques restrictions. Typiquement, je crois que le nom de domaine, il faut qu'il soit de plus d'1 an, quelque chose comme ça. Mais bon, si vous avez un site qui commence à tourner le jour où vous voulez passer à Pinterest, vous pouvez très facilement envoyer votre, votre catalogue dessus, quoi. Et il y a plein d'applications comme ça que vous allez pouvoir utiliser en termes de marketing qui seront simplifiées de base. C'est-à-dire que c'est inclus dans votre forfait à 30 balles ou je sais plus c'est combien, Shopify, le premier plan. Mais en fait, c'est inclus dedans. Vous pouvez accéder à de nombreux outils, gratuits et payants à la fois. Ensuite, numéro 7, scalabilité. Alors, alors attendez, qu'est-ce que j'écris? Ce n'est pas facile, mais potentiellement l'un des points forts de l'e-commerce. Ah oui, effectivement. Oui. L'un des points les plus forts en e-commerce, c'est qu'on peut avoir des produits relativement mainstream. Je ne sais pas si vous vendez par exemple, un truc vachement connu, des culottes menstruelles. Culotte menstruelle, vous dites qu'il y a la moitié de la population qui est une femme, ensuite vous partez sur, celles qui peuvent être menstruées, donc voilà, vous savez que vous allez avoir, peut-être, 70 qui sont encore menstruées, donc voilà, vous avez quand même des millions et des millions, voire des milliards de gens qui peuvent utiliser, une culotte menstruelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, le produit, si vous arrivez en fait à créer de la demande sur votre produit, si vous arrivez à faire en sorte que les gens parlent de votre produit, que vos publicités convertissent, que vous ayez voilà, un maximum d'attention et d'intérêt par rapport à votre produit, ce qui va se passer, c'est que la demande peut exploser et vous n'êtes pas à l'abri d'exploser aussi d'un point de vue international. Comme je vous ai dit, un des points forts de l'e-commerce, c'est son hyper scalabilité. Voilà, vous avez des produits comme ça qui sont, très forts en termes de potentiel à très grand niveau quoi, à très gros niveau. Et ça, c'est quand même le plus gros point fort de l'e-commerce, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'hyperscalabilité. Vous pouvez vraiment, puis en plus de ça, le but de la scalabilité, c'est pas simplement l'échelle, c'est-à-dire monter de plus en plus haut en termes de vente, en termes de clients et cetera. C'est aussi la réduction du coût. C'est-à-dire que plus vous avez de clients, moins vous payez cher, vos produits. Si je prends, l'exemple de la culotte menstruelle, vous imaginez bien que, de manière unitaire, vous allez payer encore moins cher votre culotte menstruelle que vous allez vendre à vos clients. Vous voyez? C'est quand même relativement intéressant. Ensuite, numéro 8. Alors, TikTok Shop coming soon. Alors ça, c'est la prochaine petite, tendance qui va très certainement faire, pas mal, de nouveaux, shops, de nouveaux, e-commerçants parce que, on voit que là, à l'heure actuelle, c'est encore un peu saturé. Tout simplement parce que le marché se professionnalise, le marché en fait se spécialise, la concurrence devient rude et cetera. Les positions sont prises, il y a de moins en moins d'opportunités faciles, hein. Il reste toujours des opportunités, mais seulement pour les initiés. Une fois si on est débutant, c'est quand même relativement compliqué. Et TikTok Shop va permettre justement il va être intégré en France et va permettre justement de rebattre un peu les cartes. Donc pour ceux qui savent pas TikTok Shop, regardez aux États-Unis, ça pète, vraiment beaucoup, tout le monde en parle. Hem, Moi personnellement, c'est vrai que je me suis pas trop intéressé sur le sujet, mais je sais que ça va arriver en France très bientôt et que pour ceux qui savent pas ce que ça va faire, c'est tout simplement que vous allez pouvoir envoyer vos produits, à des tiktokers et en fait, eux vont être payés à la commission. C'est-à-dire, chaque fois que quelqu'un va voir, la vidéo qu'ils ont fait avec votre produit, vous allez avoir le bouton acheter donc la personne clique, achète directement via TikTok Shop et la personne va avoir une commission, enfin le vidéaste va avoir une commission et vous allez récupérer de l'argent et cetera. Enfin voilà, donc en fait, ça supprime le côté publicitaire de Facebook qui prenait de plus en plus de marge. C'est limite en fait s'il était votre associé, hein, Facebook pour, beaucoup de e-commerçants. Parce qu'en fait, ils prennent en fait tellement de partout
C'est-à-dire qu'ils prennent, au premier achat, mais ils prennent aussi au retargeting, ils prennent à la com, quand vous voulez communiquer avec, votre audience. Donc en fait, ils sont tellement partout que c'est limite, ça devient un associé. Et bah, TikTok Shop vient un peu couper l'herbe sous le pied avec une nouvelle façon, de monétiser leur, plateforme en apportant en fait le TikTok Shop, un système beaucoup plus centralisé, facilité, par TikTok. Et donc ça sera si vous voulez, bah, je sais pas, si vous mettez que par exemple vous donnez 20 de commission, 30 de commission, 40 de commission en partenariat avec le tiktoker, et ben voilà, vous les donnez, vous les intégrez dans vos prix, dans vos calculs, vous voyez un petit peu et ça vous fait un truc stable. Et ça, c'est relativement cool. Enfin voilà, ça c'est vraiment un avantage qui est très, très intéressant avec TikTok, avec l'e-commerce, c'est que TikTok Shop va arriver en France et que ça va créer une opportunité pour tous ceux qui galèrent un peu en e-commerce, à l'heure actuelle. Alors attention, hein, là, il faut vraiment avoir du stock, hein, parce que du coup, j'imagine que vous allez pas j'allais faire quand même un minimum d'envoi de produits, quoi. Faut à un moment donné qu'ils puissent faire des vidéos. Donc ça veut dire que derrière, il faut que ça soit un e-commerce plutôt traditionnel. On ne parle pas de drop, vous voyez? Ou ce genre de choses. Ou de lancement, comment dire? En prévente. OK? Donc voilà, ça c'est un peu les avantages que j'ai pu voir pour, l'e-commerce. Maintenant, on va voir un peu les inconvénients et vous allez voir, il y en a quand même pas mal. Alors, le 1 c'est tout simplement que la concurrence est forte et donc beaucoup de places sont prises et donc c'est de plus en plus compliqué d'attirer l'attention, de trouver des opportunités où, quand vous mettez 1 €, il y a tant de multiples qui rentrent dans les caisses parce que, la concurrence, notamment sur Facebook, Google ou ce que vous voulez, dès qu'il y a une régie publicitaire qui joue sur la compétition, des clics, c'est-à-dire que, heu vous êtes 3 personnes et ben, en fait, c'est celui qui est prêt à payer le plus cher le clic qui va remporter l'enchère. C'est pas que ça, hein, je simplifie, mais vous voyez, il y a cette philosophie de, celui qui paye plus cher prend l'avantage et donc celui qui en profite le plus, c'est Facebook, c'est Google, et cetera, et cetera. Donc ce qui fait que la concurrence, à l'heure actuelle, elle est relativement chère. Vous avez des CPM, ce qu'on appelle des CPM dans des coûts par mille qui sont relativement chers, des CPC, bon, alors ça varie, mais ça reste quand les CPM sont chers, les CPC sont chers aussi, donc coût par clic. Donc voilà, ça c'est un problème dans l'e-com, c'est que vous avez toujours en fait, une concurrence qui est relativement forte et donc c'est encore une fois pas pour les nouveaux, c'est plutôt pour les initiés. Alors si tu es nouveau, tu peux apprendre, tu peux faire des tests, mais tiens-toi prêt à te casser la gueule pas mal de fois et à mettre un peu d'argent sur la table. OK? Alors j'avais mis une petite image. Alors qu'est-ce que c'était? Ah oui, OK. Bah, ça c'est vachement intéressant. Donc vous moquez pas, je sais que c'est pas très joli, mais j'essaye de voilà, de faire un peu, de schématiser ma pensée pour que je vous transmets quelque chose de plus clair en tout cas. Donc à gauche, vous avez les chances de réussite, à droite, vous avez les chances d'échec, et ensuite en bas là, on va voir le temps qui passe, OK? Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que on va avoir la ligne verte qui va être l'opportunité et la ligne violette là qui va être, la difficulté. Ce qui se passe, c'est que souvent quand, des nouveaux business models ou des nouvelles tendances ou des quelque chose d'émergent qui rabat les cartes, qui crée des nouvelles opportunités, émerge. Ce qui va se passer, c'est que, pendant un temps, vous allez avoir les initiés, les gens qui sont dans le domaine et qui vivent en fait à l'intérieur, cette révolution-là. Eux, souvent, ils vont se gaver. Ils vont se gaver. Pourquoi? Parce que ils vont avoir en fait une opportunité extrêmement forte et une difficulté. Alors bien sûr, quand je dis difficulté, c'est pas technique, hein, c'est en termes de marché, c'est en termes de positionnement. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes arrivé sur le marché, à quel point c'est facile pour vous d'avoir des clients. Vous voyez, c'est ça que je parle. C'est pas vraiment en termes de technicité. Ça, c'est un autre sujet. Et une fois que la technicité est passée, c'est plus trop un problème. Enfin, ça en est toujours un, mais c'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est vraiment d'avoir des clients qui vous payent pour ce que vous avez. Une fois que vous avez des clients qui vous payent, ça peut évoluer comme vous voulez. Donc, comme je vous disais au début, vous avez des clients, enfin, vous avez des clients, vous avez une opportunité qui est vachement forte et vous avez une difficulté marché qui est vachement basse. Du coup, tous ceux qui sont là, ils se gavent. Puis petit à petit, ce qui va se passer, c'est que les gens qui sont là, bah, en fait, ça va transpirer. Il y a des gens qui vont voir. Ils vont voir et puis ils vont essayer de se dire, bah, moi aussi, je peux faire. Et puis ils vont en parler à leurs amis, puis etc., etc. Ce qui fait que à un moment donné, l'opportunité va descendre. Pourquoi? Parce que les places vont se prendre. Les gens vont prendre de plus en plus de places dans plein de niches. Et plus le temps passe, plus les niches de base vont être prises, donc les gens vont redescendre sur des sous-niches et des sous-sous-sous-niches et des sous-sous-sous-sous-niches. Vous voyez? Ils redescendent dans différents niveaux pour aller chercher, des clients spécifiques et donc plus le temps passe, plus en fait l'opportunité descend
et plus la difficulté marché augmente. Et puis à un moment donné, on arrive à un moment donné où en fait l'opportunité devient relativement minime, enfin minime, il y aura toujours des opportunités parce que pour X ou Y raison, heu, peu importe, il y a plein, plein de raisons, mais en tout cas, il y a toujours de la rotation. Par contre, la difficulté reste toujours relativement très élevée. C'est ce qui fait en fait la complexité dans l'e-commerce à l'heure actuelle. C'est que là, à l'heure actuelle, on est, dans une difficulté qui est relativement forte avec, une opportunité relativement faible. Mais comme je vous ai dit, TikTok Shop arrive, peut-être que voilà, ça fait partie ici d'un petit événement qui va faire remonter un petit peu. Je ne sais pas exactement comment ça va se traduire pour la suite, mais en tout cas, tout le monde est au courant, tout le monde le sait, donc je file l'info pour ceux qui savent pas, mais voilà. C'est un peu comme ça que les choses se font de manière générale depuis que je suis, depuis que je suis dans le business en ligne et cetera, donc c'est quelque chose que je vois relativement fréquemment, dans les business models. Typiquement, le blogging, vous faites pareil. Boum, il y a que les gens qui font du blogging parce qu'ils kiffaient, ils racontaient leur vie sur internet, puis ils se rendent compte qu'ils ont, 300 000, visiteurs journaliers, bah, que les gens ils commencent à les contacter pour faire de la pub. Enfin, vous voyez? Et puis hop, dès que ça se sait, hop, qu'est-ce qui se passe? On repart encore sur, la transpiration de l'information, puis ensuite il y a des gens qui commencent à le faire, à se spécialiser, à rentrer dans des niches et hop, la difficulté augmente, l'opportunité descend, et cetera. C'est toujours le même cercle. OK? Donc voilà, ça c'est pour le désavantage numéro un. Ensuite, on va voir directement alors attendez, ouais, le capital de départ de plus en plus important, sauf peut-être pour le SEO en drop et encore. Et je vous dis même plus qu'en drop et encore, c'est vraiment, ça a toujours des toujours pour les initiés, hein, les gens qui sont techniques, qui font des trucs, qui savent et cetera, ils peuvent automatiser, ils jouent avec plein d'outils d'automatisation, ils peuvent se démerder, ils trouveront toujours des solutions, ils pourront mais honnêtement pour les nouveaux, c'est relativement miné, en fait. Il y a de plus en plus de monde, alors bien sûr, on peut toujours chercher des petits trucs qui font, des petites sommes, vous pourrez toujours, mais on va dire le enfin votre site e-commerce, qui génère des dizaines de milliers d'euros par mois, ça va être de plus en plus compliqué. Je parle simplement en drop SEO, hein, par exemple, là, pour le cas là. Mais sinon après en termes général, le capital de départ, bah, même si par exemple vous faites du drop, vous faites de la prévente, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir payer les plateformes quand même pour vous faire, voir ou il va falloir payer, je sais pas, quelqu'un qui a une autorité pour qu'il parle de vous. Comment les gens vont pouvoir, venir, essayer de mettre leur carte bancaire sur votre site s'ils connaissent même pas votre existence? Et donc ça coûte de l'argent, c'est pas gratuit, en fait. Et le truc, c'est que, plus le temps passe, plus ça coûte de plus en plus cher. Enfin, encore une fois, il y a TikTok Shop qui arrive, donc pour le coup, ça rabat les cartes. Mais pour l'instant, en termes, tant qu'il y a pas TikTok Shop et cetera, pour l'instant, c'est toujours encore, d'actualité. La pub et les placements sont une partie intégrante du business model. Ça aussi, c'est un truc que je trouve qui est, très pénible en e-com, c'est que, la publicité de manière générale, même si vous faites, des choses en organique, ce que vous voulez, vous êtes un peu obligé à toujours à un moment donné de faire de la pub. Ne serait-ce qu'en branding. C'est-à-dire en branding, ça veut dire que vous par exemple, si quelqu'un tape votre nom sur Google, et ben, en fait, il faut que vous ayez fait la pub pour que vous apparaissiez en premier. Parce que pour, X ou Y raison, dans le mot-clé, il peut y avoir, des variants et cetera et puis les gens ou même, le mot-clé initial, bah, vous pouvez vous retrouver avec des gens qui essayent de gratter des positions sur vos mots-clés à vous, où voilà, on avis, nom de votre site et cetera, vous voyez? Les gens peuvent se positionner pour aller vous prendre des clients à vous. Donc la publicité c'est toujours quelque chose que en e-com, vous êtes obligé de faire, quoi. Ça, c'est obligé. Bon voilà, ça c'est un point que j'ai vraiment remarqué, c'est que de toute manière, c'est des frais, incompressibles. Après le prix peut changer, s'ils sont chers ou pas chers selon les plateformes et selon en fait s'ils ont besoin de vous ou pas. Mais en soi, voilà, l'idée c'est que quand vous faites votre projet, vous allez toujours avoir un budget de départ lié à la pub, de base. Ensuite, donc j'ai dit même l'affiliation coûte cher. Alors oui, effectivement, même l'affiliation coûte cher. Parce que si vous faites de l'affiliation, très souvent, il faut envoyer des produits, hein. Enfin, faire de l'affiliation juste avec des photos, ça va pas marcher. Il faut que la personne, ait votre produit, le montre en image, en photo, en vidéo, en parle et cetera, montre les avantages, l'humanise avec,
sa façon enfin sa parole, ses mains, il faut que ça soit visuel, il faut que ça soit sinon en fait ça a du c'est difficile, enfin c'est beaucoup plus difficile. Alors, on peut essayer de faire de l'affiliation en passant par du référencement naturel, SEO encore une fois, hein, mais en soi, hem, c'est miné quoi. Il y a de plus en plus enfin c'est quand même relativement miné. C'est ça coûte de les gens vont vous demander quand même relativement cher, on peut vous mettre en concurrence avec d'autres personnes et cetera. Sauf si vous avez des gens qui font de l'affiliation sur vos propres mots-clés en référencement naturel. Bon, vous voyez, ça devient relativement technique très rapidement. Donc même l'affiliation coûte cher, de manière générale en e-commerce et ça aussi c'est, un levier en moins et ça c'est dommage. Alors quand je dis coûte cher en produit, hein. C'est-à-dire que, je sais pas moi, si vous devez envoyer, à 100 personnes par mois, vos produits et que vos produits, techniquement ils coûtent, vous les vendez 50 €, vous pouvez enlever 50 €, hein. Vous dites pas, je perds que ce que j'ai payé pour, la confection du produit. Non, non, vous perdez aussi le bénéfice que vous aurez fait. Donc vous quand vous faites, si vous vendez 50 €, vous en donnez 100, bah, faites le calcul, 50 € fois 100, ça vous retirez ça de en frais quoi, dans votre calcul quoi. OK? Numéro 3, marge faible. Oui, alors effectivement, la marge est relativement faible, 30 en moyenne pour les bons. C'est-à-dire que les bons e-commerçants, à la fin des fins, hein, donc quand je dis ils ont payé les pubs, ils ont tout payé, parce que sans pub, si on compte pas la publicité à l'intérieur, il faut que vous ayez des marges de 80-80. 70, 75, 80, 85. Enfin, plus vous avez de marge, mieux c'est, quoi. Donc vous voyez, en termes de produits, ça sert quand même pas mal parce que le nombre de produits qui ont cette capacité d'avoir, hem, q 80-70 de marge, bah, c'est relativement les mêmes. Après, vous avez aussi souvent des produits récurrents, typiquement, des compléments alimentaires et cetera, qui sont à forte marge et qui, en plus de ça, peuvent, facilement, se revendre par la suite. Vous voyez donc, c'est des mais voilà, ça tourne toujours autour des mêmes trucs, quoi. Je veux dire, si vous voulez lancer, une nouvelle table connectée, bon courage, hein, ça va être compliqué. Parce que les gens vont pas racheter, 3 fois par an, votre table, hein. Donc, voilà, ça c'est aussi un des points à comprendre, c'est que la marge pour les meilleurs, elle est aux alentours de 30 et après avoir, tout payé, quoi. OK. Alors, désavantage numéro 4, il y a beaucoup de dérives, donc les gens comparent avant d'acheter en faisant des recherches sur Google, TikTok, Instagram, sites d'avis et cetera. Oui, ça aussi c'est un truc, c'est que maintenant les gens ils se sont fait tellement balader par, tout ce qui est dropshipping, ça a été tellement un énorme carton que les gens ont vendu tout et n'importe quoi et n'ont pas livré, ont envoyé des trucs qui correspondaient pas à ce que la personne avait acheté, bon bref, c'était un peu le boxon. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens, en fait, bah, du coup, ils ont appris à comprendre comment fonctionnaient les sites. Donc, ils ont commencé à reconnaître les patterns de Shopify, ils ont commencé à reconnaître, heu heu, bah, les trucs que les e-commerçants faisaient, les moins 50 avant ce soir, tous les trucs un peu comme ça de scarcity qu'ils pouvaient avoir et donc plus le temps passe, plus les gens, en fait, ont compris qu'il y avait des douilles et s'il y a des douilles, bah, du coup, on vérifie, on fait attention et du coup, on est beaucoup moins enclin à sortir sa CB facilement. On a besoin d'avoir, voilà, des preuves de, la fiabilité du site sur lequel on va acheter, la qualité du produit, de la recommandation et cetera. Donc il y a un deuxième travail maintenant qui n'est pas simplement le marketing, mais il y a aussi l'assurance et de la réassurance. Ça aussi, ça rend les choses un peu plus complexes sur le temps. Numéro 4, donc ça c'était OK. Numéro 5, la logistique. Même si ce n'est pas vous qui envoyez les produits, parce que maintenant il y a des logisticiens, vous avez Amazon FBA, ouais, vous avez plein de trucs qui permettent de s'occuper de votre stock. Mais néanmoins, ce stock-là, il faut quand même le créer, il faut quand même le faire venir, il faut quand même, vérifier. Donc, si vous commandez en Chine votre produit, bah, il va falloir à un moment donné que vous envoyez des gens vérifier que les produits, c'est pas de la merde. Donc ça demande de l'entretien, ça demande de l'argent, ça demande de la gestion et donc, c'est à vous de vous en occuper. Même si à la fin, vous le déléguez à un logisticien. Donc, la logistique, c'est toujours une part qui sera toujours présente, quoi. Numéro 6, le produit lui-même. Ah bah oui, parce que là, par définition, si vous avez, bah, raté la phase logistique, et que vous vous retrouvez avec des produits, enfin, pas forcément la phase logistique, mais la phase pré-logistique, et que vous vous retrouvez avec des produits de mauvaise qualité, et ben là, bon courage parce que là, ça va être compliqué, hein, dans le sens où, une fois que les gens ont une mauvaise expérience, c'est très difficile en fait
de revenir en arrière, quoi. Déjà dans un 1er temps. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est lié aux normes, aux lois et aux douanes. Donc, typiquement, bah, il faut gérer tout ça. Il faut que vous payiez, tout ce que vous avez à payer. Il faut vérifier, en fait, si en termes de normes et cetera, vous êtes dans les cordes dans le pays où vous vendez. Enfin, v pour vous éviter des problèmes futurs et donc de l'argent dépensé futur, donc de la de l'argent en moins dans votre poche. Vous voyez? Donc, le produit lui-même est un problème, en fait, à gérer. Numéro 7, gestion du service client. Et ça, oui, en e-commerce, c'est quand même, un le truc le enfin, c'est en e-commerce que vous avez le plus de gestion de service client. Heu, donc, ça, c'est il y a pas débat pour le coup, la à cause de la livraison, si vous faites, des vêtements, des chaussures, des trucs un peu spécifiques, vous allez vous rendre compte tout de suite que, bah, il faut avoir un service client solide, quoi. Et donc, ça veut dire de la gestion, du recrutement et cetera. Encore une fois, avec tout ce côté, désavantage, je cherche pas à démotiver. J'essaye d'expliquer vraiment la réalité de ce qui se passe derrière, l'e-com, autant sur les avantages que sur les désavantages. Donc, à partir de là, moi, je vous fais que tout simplement présenter un peu l'expérience que j'ai là-dessus et voilà. OK? Donc en résumé, l'e-commerce reste et restera une valeur sûre, pour encore plusieurs décennies. Ça, j'en suis convaincu parce que tant qu'il y a des gens qui achètent des choses dans la vie, bah, il y aura des gens pour leur vendre, ça, que ce soit sur internet ou ailleurs d'ailleurs. Mais en soi, l'e-commerce ne va pas mourir, ça c'est sûr. Par contre, il s'est professionnalisé, il s'est spécialisé, il s'est complexifié, mais il est toujours d'actualité. Mais cela demande toujours plus de compétences, c'est vrai, plus d'argent, c'est vrai, d'idées marketing, c'est vrai, et des vraies stratégies de différenciation, c'est vrai. Donc en gros, vous pouvez pas venir, comme, ceux qui étaient venus en 2015-2016-2017 avec, des sites un peu à l'arrache, avec des photos d'AliExpress même pas changées, en mode, on push et puis on verra bien, et ils se disent: «Non mais ça marche, ça fonctionne, on est les rois du pétrole». Ça va être très, 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 très compliqué, de nos jours. Ensuite, les débutants, nouveaux entrants ont de moins en moins d'opportunités à chaque année qui passe. Ça, c'est vrai. C'est que plus le temps passe, plus en fait ils doivent rattraper toutes les connaissances bah, qu'ils n'ont pas eu quand enfin, au début, quoi. C'est-à-dire que les autres, ils sont déjà la moitié du chemin. Vous, vous êtes encore au début. Et ben, faut retaper tout le chemin, faut réapprendre. Même si vous prenez des formations, même si vous prenez des cours, même si vous, etc. Et à un moment donné, alors après ça va faire des raccourcis, ça c'est sûr. Mais en soi, ce qui va se passer, c'est que malgré tout ça, il y aura un moment donné où vous allez devoir apprendre sur le terrain et pratiquer pour comprendre, pour vous rendre compte et puis surtout discuter avec des gens qui sont déjà dans le milieu. Je pense même que c'est plus important que peut-être la formation. Je pense que la formation une formation ou, un cours ou peu importe, appelez-le comme vous voulez, mais tant que vous arrivez à accéder à une informa à l aux informations de qualité, mais c'est surtout le contextualiser avec des gens qui peut-être pratiquent, ça peut-être ça vous aidera un peu plus. Je sais pas si seulement juste une formation, par exemple, pour ceux qui achèteraient des formations bientôt, suffirait. Encore une fois, heu c'est mieux que rien, c'est-à-dire que ça fait une partie du chemin encore, mais je pense que être dans un écosystème avec des gens qui font la même chose que vous, qui ont de l'avance sur vous et avec qui vous pouvez échanger sur telle chose, et telle chose et telle chose, pour avoir des retours d'expérience, des choses des expériences qu'ils ont eues eux-mêmes, peut vous apporter quand même, une plus-value pour aller beaucoup plus vite et rattraper ceux qui sont déjà dans le peloton de tête. OK? OK, donc là, le versus, on va passer donc au micro SaaS. Alors, micro SaaS. Donc déjà, je vais expliquer un petit peu le micro SaaS pour ceux qui ne savent pas. Donc les micro SaaS, c'est surtout une sous-niche du SaaS. Enfin, c'est pas vraiment une sous-niche, mais en gros, c'est un SaaS pour vous donner un exemple assez simple pour ceux qui savent pas, peut-être. Le SaaS, c'est, Software as a Service. Ça veut dire que c'est un produit ou un service qui est fourni, contre, soit un paiement forfaitaire, soit un abonnement, par exemple. Si je vous dis Netflix, vous comprenez tout de suite, c'est, vous payez, je sais pas c'est combien, 20 balles et vous avez, tous les films et séries que vous voulez, que propose Netflix en illimité. Vous, Canva, voilà, vous prenez Canva, ça c'est des ça c'est vous payez, puis vous pouvez utiliser toute leur, bibliothèque de photos, images, vidéos et leurs outils de conception et cetera, leurs trucs. Vous pouvez tout prendre, les utiliser, les modeler et en tirer ce dont vous avez besoin.
Pareil, un abonnement, on l'utilise et on a accès au service. Si je vous dis Spotify, c'est pareil. Voilà, vous payez, vous écoutez votre musique et cetera, c'est pareil. Donc c'est du software as a service. Vous payez un service ou un produit en ligne, qui est, de manière générale, automatisé, OK? Le micro SaaS, c'est on descend beaucoup plus en profondeur. On va chercher une à 3 features maximum. Donc features, c'est fonctionnalités, qui vont, faire quelque chose de bien spécifique. Typiquement, j'avais fait dans une des vidéos précédentes, je donne un petit exemple, par exemple, un outil de facturation pour les freelances. Vous voyez? On est très ciblé dans une niche précise. On va aider les freelances à faire des factures, gérer en fait, voir un peu les paiements, avec un dashboard, ensuite faire des relances automatiques et tout ça, très, très facilement et simplement en deux trois clics. Typiquement, ça serait ça la valeur proposée avec un micro SaaS. Vous voyez? Mais on n'est pas dans un outil pour les freelances où on fait tout. On fait, la recherche la gestion de projet, la recherche, de clients, la gestion de la finance, des comptabilités, machin, la facturation, intégration avec ceci, cela et puis on fait tout en même temps. Ça, vous allez, c'est pas possible. Enfin, c'est pas que c'est pas possible, c'est que vous êtes pas assez gros, quoi, surtout à l'heure actuelle. Et donc, ce genre de micro SaaS aujourd'hui, enfin avant, était fait souvent par des les codeurs, enfin des développeurs qui pouvaient eux, développer leur petit projet et cetera, en solo ou en petit groupe et cetera. Donc ils faisaient leur petite start-up, comme, je pense qu'ils appellent ça comme ça, en voilà, pour lancer leur petit projet. Sauf qu'aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle qui est rentrée, en jeu et vous avez des outils comme Lovable, comme Bolt, comme, Tempo Labs, certainement peut-être très bientôt d'autres. Après, il y a des outils plus complexes, plus, spécialement pour les développeurs. Mais en gros, vous avez cette petite brochette-là qui, eux, ont une proposition de valeur qui est en gros à partir de prompts et à partir d'idées, vous allez pouvoir concevoir des micro SaaS, notamment Lovable, hein. Bolt est beaucoup plus porté sur le développement général. Bolt est beaucoup plus porté sur les web applications, sur les SaaS. Voilà, donc c'est un peu l'idée. Donc c'est vraiment des outils pour les débutants, pour les gens qui savent pas développer, pour les gens qui ont une idée, qui veulent, pratiquer leur idée, la transformer, la créer et donc c'est relativement, je vais pas dire c'est facile, mais c'est quand même accessible et donc là, ça rabat les cartes et ça, c'est relativement cool. Donc voilà un peu l'idée du business model. Alors ensuite, numéro un, un potentiel infini d'opportunités. Là où en e-commerce, ce qui est intéressant, c'est que Shopify a permis à n'importe qui de pouvoir vendre n'importe quoi, d'accord? Mais on parle toujours de produits, on vend n'importe qui et n'importe quoi. Le micro SaaS, à l'heure actuelle, avec l'IA, va permettre en fait de créer des produits et services, à l'infini en fait. On peut aller, dans toutes les idées possibles, on peut réfléchir à énormément de choses, autant les bonnes idées que les mauvaises et d'ailleurs, j'ai fait un petit graphique lors d'une, enfin un petit graphique encore une fois, vous moquez pas, lors d'une autre vidéo où j'expliquais, ce que la micro SaaS pouvait être, en quoi il pouvait être intéressant. C'est notamment, avec ceci. Donc vous voyez, vous avez des bonnes idées et vous avez des mauvaises idées. En soi, les bonnes idées sont souvent prises, les mauvaises idées, bah, écoutez, personne n'a envie vraiment de les tester. Mais ce qui était bizarre, c'est qu'en fait, on avait une zone grise de bonnes idées qui avaient l'air d'être mauvaises. Le problème, c'est que aller tester ces idées-là, c'était relativement cher parce qu'il fallait à un moment donné, développer des ressources humaines, compétences, du temps pour développer l'outil et si ça marchait pas, bah, en fait, les gens l'avaient dans l'os. Donc pour ça que toutes les bonnes idées qui avaient l'air d'être mauvaises ont peut-être ont vraiment pas été peut-être, comment dire? Exploités et donc c'est là où les micro SaaS vont vraiment être très intéressants, c'est qu'on va aller pouvoir chercher toutes ces bonnes idées qui ont l'air d'être mauvaises et qui ont été sous-estimées et on va pouvoir aller les chercher et ensuite, les développer et les proposer, à des clients. Donc et par contre, là, on dirait que c'est petit, hein, parce qu'on voit que le petit violet au milieu, mais croyez-moi, il y a aussi pas mal d'idées enfin, de bonnes idées qui sont encore disponibles il y a vraiment pas mal, d'idées, de bonnes idées qui ont l'air d'être mauvaises aussi, hein. C'est vraiment un océan d'idées. Enfin, je sais pas si vous imaginez, on peut vraiment aller très, très, très loin, quoi. Parce qu'on n'est pas sur des produits physiques, donc en fait, il n'y a pas de distance entre votre idée et la matérialisation de votre idée à travers une web app et ça, c'est vraiment gigantesque en termes d'opportunités. Hem, voilà. Hop là, pardon, excusez-moi, on va peut-être, l'enlever. Pourquoi il veut plus? Ah, ben c'est génial. Voilà, bon. OK, OK. Alors, ça, c'était pour numéro un. Numéro 2, une technologie propriétaire. C'est vrai que par rapport à, l'e-commerce, Shopify, tout ce que vous voulez, vous prenez n'importe quelle plateforme, même, Amazon si vous faites du FBA et cetera. Ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir
vous êtes locataire, vous voyez? Vous êtes pas chez vous. On peut venir vous dégager à coups de pied au cul. Là, c'est vous êtes chez vous, vous avez fabriqué votre maison de vos propres mains. Donc il y a personne qui peut venir vous dégager en vous disant, «J'aime pas vraiment ce que tu vends, donc non, je veux pas». Ouais, c'est pas possible et je dis pas que c'est fréquent, en e-commerce, mais j'ai déjà vu des gens se faire kicker, de Shopify pour X ou Y raison et donc ça c'est quand même relativement agréable de dire, qu'en soi on est chez soi et que la techno nous appartient et que combien même personne peut nous fermer la boutique, quoi. Alors numéro 3, produits services totalement digitalisés et automatisés. Et ça, c'est relativement cool parce que vous allez pouvoir, très facilement faire des mises à jour, vous allez pouvoir très facilement, améliorer votre outil, le délivrer très rapidement, avoir les retours très rapidement, le remodifier s'il y a un problème. Là, en e-commerce, quand vous commandez votre stock et que vous le vendez, s'il y a un pépin, bah, bon courage parce que même si vous voulez ramener un nouveau stock, va falloir compter un petit peu de temps, quoi. Numéro 4, un business à grosse marge et effectivement, ça c'est alors pas pour tous les SaaS parce qu'il y a des SaaS qui vont utiliser beaucoup, par exemple, de l'intelligence artificielle à l'intérieur ou qui vont faire des requêtes API et cetera. Donc des requêtes API, c'est des requêtes, où si vous voulez les plateformes se connectent entre elles et donc cette connexion à chaque fois qu'il y a un passage, bah, des fois il faut payer ou il faut payer un abonnement ou quelque chose, mais ça peut ne pas être gratuit. Mais en soi, malgré ça, ça reste quand même relativement très, très, confortable en termes de marge et ça, c'est vraiment un point qui est très, très, très intéressant. Nous sommes qu'au début de la vague IA, premier arrivé, premier servi et là, effectivement, ça veut dire que comme pour l'e-com, parce que moi, personnellement, j'ai découvert, j'ai pas découvert, je connaissais l'e-com, mais moi, je connaissais surtout PrestaShop, j'avais testé à l'époque, c'était dans les années 2000, je sais plus combien. Je faisais aussi du eBay, donc je connaissais, un peu la vente, sur le web, c'est déjà dans les débuts 2010, quoi. Mais ensuite, en 2015, j'ai découvert vraiment, en fait, le Shopify, la vision de Shopify et comment ils faisaient des sites et comment ils faisaient, en sorte que très rapidement on puisse, délivrer un produit, toute la partie drop, toute la partie, web app avec, des gens qui créaient des fonctionnalités et cetera. C'était relativement très, très, intéressant. Hem mais ce qui s'est passé, c'est que plus le temps est passé, plus effectivement les gens ont pris de plus en plus de place et donc forcément, comme je vous expliquais auparavant, c'est qu'à un moment donné, les places se remplissent. Et ben là, en fait, on a la même chose avec les micro SaaS. C'est-à-dire qu'il y en avait tous les gens qui faisaient des startups, tous les gens qui étaient des développeurs, qui faisaient des micro SaaS, et cetera. Mais aujourd'hui, techniquement, plus le temps passe, plus on va pouvoir développer de plus en plus de SaaS et prendre des positions et se positionner, heu, sur des niches et cetera pour vendre nos produits et services via les SaaS et donc premier arrivé, premier servi. C'est que pour l'instant, on est dans le creux de la vague et ça va monter progressivement. Alors, numéro 6, c'est le Far West. Ça aussi, c'est très intéressant parce que du coup, comme pendant le Far West, c'est un peu le boxon, ça part dans tous les sens, mais justement, on ça va découvrir des niches, ça va découvrir des sous-niches, ça va découvrir des nouvelles opportunités, ça va créer peut-être des nouvelles opportunités et donc ça, c'est relativement agréable parce que, il y a toute cette phase, création, créativité où il y a des choses qui se cassent la gueule, il y a des choses qui réussissent et il y a des ça part un peu dans tous les sens. Ça peut être des fois ridicule, ça peut être très sérieux, mais en soi, les choses avancent quand même relativement, de manière assez significative, vers quelque chose de plus stable vers le temps. Mais pendant toute cette phase-là, vous avez toute la découverte et donc ça fait que c'est quand même, relativement cool d'être dans une phase, qui est émergente, quoi. Plutôt qu'une phase qui est, on va dire, linéaire où en fait on est en mode, voilà quoi, les positions sont prises, il faut pas perdre des places de marché, il faut prendre un peu plus de places de marché. De place de marché? Je sais même plus si on dit ça. Peut-être que je me trompe, enfin bref. De part de marché, je crois que je voulais dire, c'est ça. Alors, numéro 7, avantage au niveau des douanes et des lois. Les micro-SaaS, c'est des produits digitaux, donc par définition, il y a pas trop de complexité là-dessus. Parce alors que l'e-commerce, si par exemple, vous voyez, par exemple avec Trump, si, je sais pas, il dit que maintenant tous les produits qui viennent de Chine, heu, ça va être 100 de tes de droits de douane, vous voyez ce que je veux dire? Va falloir serrer un peu les dents, quoi. Surtout si vous vendez aux États-Unis notamment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc
et ça peut être dans tous les pays, hein. Vous pouvez être pas à l'abri que, je sais pas, tel pays où vous vendez, votre produit, bah, il dit: «Bon, bah, écoutez, les produits de Chine, on veut que nos produits viennent d'Europe ou de France et du coup, on veut plus que, les produits chinois, arrivent, donc on va leur mettre un droit de douane, et cetera». Vous voyez? Donc ça peut être relativement, problématique si ce genre de pépin qui peut arriver, arrive. Alors qu'avec, un micro SaaS, bah, du coup, c'est totalement dématérialisé. Il y a pas de droit de douane, quoi. OK? Numéro 8, pas de gestion de stock et ça, oui, effectivement, pour le coup, c'est quand même une sérénité d'esprit de pas réfléchir à du stock, et cetera, du réassort, problème sur le stock, le blablabla, tous ces trucs-là. Donc ça, c'est une épine en moins dans la chaussure. Numéro 9, moins de gestion au niveau du service client. Ça, c'est aussi, c'est parce que l'e-commerce, c'est quand même celui où il y a le plus de service client. Pourquoi? Parce qu'il y a la livraison qui peut poser problème. Il y a les tailles, le changement, les retours, les machins, les trucs. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus simple. Je dis pas qu'il y a pas de service client, il y en a, mais c'est quand même relativement moins. Numéro 10, financièrement beaucoup plus accessible. Techniquement beaucoup plus élevé. C'est sûr qu'il va falloir apprendre, comprendre, parce que quand vous faites un SaaS, il faut comprendre la logique derrière, hein. C'est pas simplement, c'est-à-dire que chaque page, vous la créez, chaque bouton qui est sur la page, vous le créez, chaque événement que la personne fait, bah, il faut que vous pensiez à la suite. Où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qui se passe? Quand la personne clique, où est-ce qu'elle va être redirigée? Vous voyez, vous réfléchissez vraiment à tout. Hem, quel type, de paiement vous allez avoir? Est-ce que vous voulez l'envoyer directement sur le checkout de Stripe ou est-ce que vous voulez l'intégrer directement dans votre truc à vous? Vous voyez, vous rentrez vraiment dans la réflexion de comment vous voulez faire votre SaaS. Si vous voulez passer par, d'autres outils et cetera. Donc il faut vraiment penser, en fait, tout le truc de manière logique et sur chaque élément de la page, il faut que vous ayez pensé, en fait, comment l'utilisateur va interagir avec et où est-ce qu'il va arriver après telle interaction. C'est, obligatoire. Et donc, ça fait que voilà, en termes de complexité, ça peut être relativement élevé. Encore une fois, on est encore au début, plus le temps va passer, plus l'intelligence artificielle va commencer à comprendre et à mon avis, à mettre en place automatiquement ce genre d'éléments et comprendre que si vous mettez un bouton, de qui un bouton de je sais pas moi, d'achat, il va renvoyer à la page panier, par exemple. Je dis n'importe quoi, histoire de contextualiser, quoi. Vous voyez? Puis, ça se fait tout seul. Ça va diminuer en fait, cette friction de devoir penser à tous les éléments. Mais par contre, en termes financiers, bah, moi, par exemple, si je viens de déployer sur Netlify, ça me coûte zéro. Voilà, Supabay, ça me coûte zéro. Bon, il y a le Lovable m'a coûté, plus de 200 balles, mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave, mais en soi, après ça on peut redescendre les abonnements et cetera et une fois que le projet est fini, bah, après je prendrai peut-être des devs si je vois que ça fonctionne bien et cetera, pour ensuite, travailler sur GitHub, et cetera. Vous voyez? Donc en termes financiers, c'est relativement intéressant. Par contre, effectivement, en termes de technique, voilà, ça demande un certain investissement. Désavantages, donc j'en ai 5. On va commencer par le premier. Il reste un certain niveau de technique pardon et de complexité, donc ça, c'est ce que je venais de vous expliquer juste avant, donc voilà, ça peut être relativement technique, mais encore une fois, ça s'apprend, ça se comprend, voilà, pour quelqu'un de curieux qui veut apprendre, il apprendra. Numéro 2, les outils IA ne sont pas encore parfaits. Alors oui, effectivement, pourquoi? Parce qu'il y a encore des moments donnés où l'intelligence artificielle va halluciner. Il y a des moments où elle va oublier, les sujets dont vous avez travaillé avec elle auparavant ou sur les sujets dans lesquels vous avez expliqué des choses juste auparavant. Il va y avoir moins d'automatisation par rapport à des éléments précédents. Vous voyez, pour l'instant, on est encore dans cette phase où en fait, on fait, étape par étape, point par point et vraiment il y a pas ce côté encore global où en fait on met un prompt un peu général, pas général, mais on va dire un peu plus global pour expliquer la vision et il va la produire. Très souvent, par exemple, à l'heure actuelle, quand on fait un prompt avec, Lovable et que je lui donne un prompt trop compliqué avec, enfin pas compliqué, mais on va dire avec plein d'étapes, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, il va pas tout faire. Il va faire les 3 premiers puis le reste, boum, il va tout jeter, quoi et donc il va me faire que, le début, quoi. Ou ce qu'il estime être important à mettre, enfin c'est lui qui va juger, je sais pas trop comment il fait. Donc vous voyez, c'est pas parfait. On peut y arriver, il faut cliquer, faut parler, faut essayer de se démerder avec lui, pas à pas, mais en soi c'est pas non plus automatique. Numéro 3, une grosse phase de testing et de vérification et ça je c'est on dirait pas comme ça, mais je vous garantis qu'une
une fois que vous avez fini votre SaaS, vous dites: «Ah, c'est bon, j'ai fini» et là, vous dites: «Ah non, faut que je teste». OK, bah, vous commencez à tester et là, vous vous rendez compte qu'il y a des trucs qui vont pas. Il a changé des trucs, il a mis un mauvais truc. La page pricing, il a changé d'URL, machin truc. C'est et là, vous vous dites: «Oh là là là», mais en fait, il faut absolument tout vérifier, bouton après bouton, interaction après interaction, page après page, paiement après paiement, email après email. Parce que encore une fois, il y a la partie sur le site, mais il y a la partie hors du site. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous vous connectez à Supabase, notamment là, ce qui permet d'authentifier, de donner les droits, et cetera, de créer des comptes, et ben, il faut le connecter à un système d'email automatique qui va renvoyer, par exemple, je sais pas, les rappels de mots de passe, vous voyez? Ou les confirmations de paiement ou les confirmations d'upgrade au niveau de l'abonnement ou du produit. Enfin, tout ça, il faut y penser, en fait. On peut pas dire, je vais connecter un truc, comme ConvertKit ou un truc comme, MailerLite ou un truc comme, je sais pas moi, GetResponse et puis je fais mon email marketing avec. C'est pas possible. Parce qu'il faut que votre email arrive dans la boîte mail. Vous pouvez pas faire ça avec des trucs, qui sont là pour du marketing, quoi. Donc c'est aussi des éléments qu'il faut tester tout par que ça soit sur le site, que ça soit après, hors du site avec, bah, si vous faites du SMS, bah, SMS, si vous faites de l'email, faites de l'email, heu, et cetera, et cetera. Donc voilà, c'est vraiment une grosse phase de vérification et de testing après déploiement de votre SaaS. Donc ça, c'est un peu lourd quand même, hein. Ensuite, numéro 4, développer une équipe technique après validation du MVP. Donc ça, vous imaginez bien qu'une fois que vous avez développé votre MVP, donc minimum viable product, c'est comme ça qu'ils appellent ça dans le domaine. C'est en gros le micro SaaS en fait, tout simplement. C'est-à-dire en gros votre SaaS qui fait qu'une seule, une à 3 choses spécifiques pour aider votre utilisateur à résoudre un problème ou à faire quelque chose, peu importe. Bah, en gros, une fois que c'est déployé, une fois que vous avez votre confirmation, il va falloir, bah, que vous alliez des techniciens, je sais pas, des développeurs. Donc il va falloir à un moment donné commencer à mettre une équipe autour du projet pour qu'ils puissent travailler dessus, l'améliorer et cetera, des gens qui s'y connaissent encore mieux. Mais ce qui est intéressant, c'est que même dans le désavantage, parce que ça crée en fait de l'humain obligatoire dans votre projet, que vous allez devoir intégrer à l'intérieur de la mécanique, hein. C'est ça qui est un peu touchy. Mais ce que je veux dire, c'est que quelque part, comme vous avez réalisé votre projet à la vous-même, bah, quand ils vont vous parler, vous allez comprendre. Vous allez pas être là avec peut-être pas tout comprendre, mais vous allez quand même être là, «OK, je comprends la logique, je comprends le move, je comprends où on va, je comprends ce qu'on fait, ça se passe, OK, on y va ou on n'y va pas, ou ça me pose un problème ou pas». Mais vous allez mieux comprendre et vous allez pouvoir parler avec vraiment, vous allez déjà d'une éviter de vous faire avoir, mais en plus de ça, vous allez, mieux maîtriser, bah, tout l'aspect de votre SaaS. Numéro 5, mise à jour et itération permanente. Donc une fois que vous avez fait votre projet en micro-SaaS et ben, en fait, vous allez devoir toujours réitérer. Que ça soit au niveau du produit, mais que ça soit également au niveau de des landing pages, des boutons, de l'utilisation et cetera. Vous allez devoir à un moment donné traquer ce qui se passe sur votre site et comment les gens, que ce soit utilisent votre produit ou convertissent sur votre site. C'est des choses que vous allez devoir absolument en permanence tester, vérifier pour améliorer cette expérience client, améliorer cette expérience produit, faire en sorte que de plus en plus de gens soient contents de l'utiliser et ça, c'est un travail permanent. C'est pas comme en e-com où c'est vrai qu'une fois que vous allez peut-être faire des mises à jour au niveau de votre produit, mais en soi, il y a quand même moins de mises à jour que, dans les SaaS. Voilà, donc c'est quand même, un point qui, selon moi, est un désavantage parce que c'est quelque chose qu'il faut, regarder un peu tous les jours. En résumé, donc là, je vous ai mis, le micro-SaaS IA est un super business model qui va enfin, non, qui enfin va se démocratiser petit à petit dans le futur pour rabattre les cartes. Bon voilà, c'est un peu ce que j'ai essayé de vous expliquer avant. Plus le temps passe, plus le développement de ce genre d'outils va devenir une commodité. Donc je parle des IA. Ça ne l'est pas encore, je précise. Donc en gros, ça veut dire que pour l'instant, c'est pas encore automatique, mais plus le temps va passer, plus ça va aller de plus en plus loin dans la conception automatisée, on va dire, du SaaS. Je pense qu'à un moment donné, Stripe sera déjà intégré parce que là, je vous explique même pas la galère que j'ai fait parce que j'ai vraiment galéré à rentrer Stripe. Je pensais que ça marchait, mais en fait, ça marchait pas. On s'en rend compte quand on regarde dans les logs, notamment de Supabase, au niveau des connexions webhook, et cetera. Je rentre pas trop dans la technique, c'est pas le sujet, mais je vous garantis que des fois, il y a des trucs, ça s'arrachait les cheveux. Et donc, je pense que dans le futur, il y a un moment donné, on va avoir, un système de SaaS avec des page builders. On pourra
très facilement changer les titres, les couleurs, mettre des photos. Mais en plus de ça, en parallèle, l'IA va comprendre ce qu'on fait, puis ensuite elle va pouvoir interagir. Puis quand on va vouloir intégrer Stripe, et ben, ça va très facilement se faire. Il va comprendre, il va être beaucoup plus intuitif par rapport à nos demandes que maintenant. Pour l'instant, c'est encore, comme je disais, c'est un peu la bagarre. On y arrive, c'est un peu compliqué, mais on y arrive. Mais c'est un peu la bagarre. OK? Donc, le vainqueur, tin 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 tin, OK, on y va. Bah, pour moi, c'est le Microsas IA et c'est pas le Microsas IA parce que c'est ce que je fais à l'heure actuelle et que j'ai fait une chaîne dessus ou et que j'en parle et cetera. Non, je le fais parce qu'en fait, j'aime bien être là au moment où les autres n'y sont pas. J'aime pas arriver quand la vague est au plus haut. Pour vous donner un exemple, moi Shopify je l'ai connu en 2015 et j'aurais kiffé le connaître en 2012. Vous voyez? Pourquoi? Parce que regardez la différence. Quelqu'un qui découvre Shopify en 2012 par rapport à l'e-commerce, vous vous rendez bien compte que celui qui rentre en 2022, c'est quand même compliqué, hein. Vous voyez? Il y a du monde, c'est bouché quoi, hein. C'est comme, prendre le périph' à Paris, pendant les sorties de bureau, ou le prendre, à 3 4 heures du matin. C'est pas du tout la même chose. Moi, j'ai connu en 2015, vous voyez? C'était par dans ces eaux-là, quoi. 2015-2016. Mais si j'avais connu ça en 2012, ça aurait été encore beaucoup plus intéressant. C'est parce qu'il y a vraiment personne. Il suffisait simplement de faire un site, de vendre des trucs. Les gens, bah, en fait, ça leur rend des services. Aujourd'hui, il y a tellement tout le monde qui vend tout, partout, pour tout, qu'en fait, forcément, c'est bouché. Et ben, c'est pareil pour, le micro SaaS. À l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'on est encore à cette phase-là de même 2012-2010, je pense, tu vois? Quelque chose comme ça. Mais avec le temps, ça va devenir tellement une opportunité, ça va transpirer, les gens vont en entendre parler, il y a des gens qui vont venir, il y en a qui vont venir avec beaucoup d'argent aussi, qui vont pousser, qui vont faire en sorte de profiter de leur opportunité. Mais voilà, moi personnellement, j'aime être là avant la tendance plutôt que après la tendance, même pendant la tendance, je préfère être là avant personnellement. Enfin voilà, donc c'est pour ça que pour moi, c'est, à l'heure actuelle, le business model entre les 2, entre e-commerce et micro-SaaS, le micro-SaaS est pour moi le gagnant. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez cette petite page-là, plus d'autres ressources que j'ai fait, au fur et à mesure des mois passés, bah, je vous mets un lien directement, en description. Vous cliquez, vous inscrivez et vous recevez ça directement dans votre boîte mail. OK, OK? Donc voilà, ça m'a fait plaisir. J'espère que j'ai été assez concret, que j'ai pas trop blablaté pour rien dire. J'ai fait de mon mieux pour vous apporter une réponse relativement claire et en tout cas pour mieux vous éclairer. Et donc voilà. Donc encore une fois, ça m'a fait plaisir. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.